Alors, déjà, ici, moi je dis à la SF Coach, faut le faire. Parce que faire une conférence sur la sagesse à la maison des passages... Vous aviez remarqué, non? Vous n'avez pas fait la lien? Moi, ça m'a... C'est quelqu'un qui m'a envoyé... Tu as tout de même du culot, tu vas faire la maison des passages. Voilà, je vais tenter de répondre à cette question. Quels sont les ingrédients de la sagesse? Et puis surtout, quels sont les liens avec le coaching? Nous allons voir, c'est ma conclusion peut-être provisoire, mais nous allons voir que la sagesse est un idéal qui nous tire, bien sûr, et surtout dans notre métier, et qu'en même temps, elle comporte tous les pièges de l'idéal, et que donc il faut faire attention. Donc je vous propose de parler très brièvement des circonstances dans lesquelles je me suis posé cette question, un topo général sur la sagesse, la question des autorités, de l'autorité en sagesse, et puis sagesse et coaching, et les pièges de la sagesse pour un coach. Voilà, 4 parties, je pense relativement équilibrées. Le topo va durer 1 heure environ, 1 heure, 1 heure et quart, et puis ensuite on aura des questions, sauf si vous avez des questions de compréhension, parce que j'ai un mot que vous ne comprenez pas, à ce moment-là vous n'hésitez pas à lever la main, mais les questions de débat, je vous propose qu'on les garde plutôt pour la fin. C'est bon? Très bien. On démarre. Alors, évacuons tout de suite une honte de coach, bien sûr. Et la sagesse est intéressante pour un coach, et je me suis posé la question parce que pour le business, quand on est choisi, soit par une entreprise, soit par un client, c'est vrai qu'avoir une figure de sage, ça aide. Donc c'est un aspect qui n'est peut-être pas très glorieux, mais dont il faut que nous soyons conscients dans notre métier. Quelqu'un qui s'engage sur le chemin de la sagesse, ça peut aider à vendre, ça peut aussi le desservir. Nous verrons ça à la fin de notre entretien. Sinon, au cours des séances, là, ce que j'ai fait ces derniers jours, j'ai repris mes dernières supervisions et puis tous ces classeurs de coaching où j'ai pris des notes, mes synthèses, et puis j'ai regardé les circonstances dans lesquelles j'avais été confronté à ce problème de sagesse, ou bien où j'estimais que j'avais eu de la sagesse, ou au contraire que je n'en avais pas eu. Il y a quelques liens que je vais vous donner. La vertu de prudence, qui est caractéristique, paraît-il, du sage, avec la notion de permission-protection dans notre métier. Donc nous sommes supposés être prudents. Nous sommes supposés avoir le sens des réalités. Et donc quand, encore il n'y a pas longtemps, je faisais une analyse de la demande avec une dame, je me suis souvenu ça, être ancré au réel, avoir une conscience du réel. Il y a, très important pour un coach, la conscience de ses limites. Typiquement, là, j'ai été confronté à ça au début de l'année, quand je me suis fixé un nombre de 8 personnes à superviser et pas plus. Bon, j'ai eu plus de demandes et j'ai pas pris. Donc il y a une conscience ici de ses limites pour le coach. La conscience du transfert, j'ai fini en janvier un coaching où il y avait une dame qui était du genre « Ah, monsieur de livrer, etc. » Donc un très gros transfert dont cette personne avait besoin, donc j'ai laissé faire. Un autre élément, c'est une question que je me pose souvent, c'est la question de ma cohérence, qui est une question très délicate. On va y revenir aussi, là je débroussaille. Cohérence entre ce que je laisse passer comme message, ou ne serait-ce que la nature de mes questions avec un supervisé ou en coaching, et puis ma propre vie. Je ne vais bien sûr pas citer de nom, et puis moi-même je suis peut-être dans le lot, mais il nous arrive de rencontrer des confrères et on a les yeux écarquillés. Parce que quand on les entend professer, quand on les entend parler, on se dit c'est magnifique. Puis après ça, on les voit en réunion ou dans leurs relations, et on tombe du cocotier, on se dit mais c'est pas vrai. Il n'y a aucune cohérence, au moins à ce moment-là. On se dit mais où est la sagesse là-dedans? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de cohérence? Voilà, la question du doigté,
prendre beaucoup pour la supervision, là aussi, c'est-à-dire prendre le coach à son étape de maturité professionnelle. On ne supervise pas quelqu'un de la même façon quand c'est un jeune coach ou quand c'est quelqu'un qui est un moustachu. Quelqu'un, oui, enfin pour une femme si elle a beaucoup d'expérience. Et puis ce qui m'a fait réfléchir aussi à la sagesse, c'est d'une part que j'arrive à un âge canonique, on va voir ça, et aussi que dans de nombreux sites, enfin dans les quelques sites que je consulte assez régulièrement sur le coaching, je suis très frappé de voir que les notes qui paraissent, ou les blogs, ou sont beaucoup plus centrés sur les à côté du coaching, une certaine, je vais lâcher le mot, idéologie, au bon sens du terme, mais on est tout de même avec une certaine, on a des croyances, donc on voit moi-même d'ailleurs je l'ai fait, j'ai fait des comptes il n'y a pas longtemps pour un site de coaching. Donc on voit apparaître des articles sur l'esprit du coaching, etc. Bon, sur le professionnalisme, c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que dans les sites de coaching, des témoignages de professionnalisme ou l'utilisation de méthodes ou des cas de coaching, il y en a très très peu finalement, vous pouvez noter. Donc moi je me suis interrogé. Et dernier point pour ce qui m'a interrogé au niveau de la sagesse, outre mon âge, c'est que c'est tout de même relativement à la mode. La figure du sage est à la mode et il y a les livres, au moins dans un certain milieu, il y a certains livres qui présentent de façon très classique l'image mythique d'un sage qui explique aux autres où est-ce qu'on en est. Par exemple, je vais vous donner ici quelques titres. La prophétie des Andes, Message des hommes vrais au monde mutant, toutes les histoires sur Nasreddin, la 7e révélation, les accords Toltec. Donc tous ces livres dont vous avez entendu parler ou que vous avez lus et qui régulièrement font intervenir cette espèce de figure mythique du sage dont on va maintenant parler. Alors on voit ici le dictionnaire. Donc vous allez voir le dictionnaire à sagesse ou à sage et vous voyez des mots. Alors j'en ai fait une histoire puisque il paraît que je suis conteur, donc j'en ai fait une histoire. J'insisterai dans mon histoire sur les mots du dictionnaire. Sur un cheval obéissant et doux. Obéissant, doux. Chevauchait un homme sage. Il était savant, habile et avait une profonde connaissance de la morale. En chemin, il rencontra une belle jeune fille au geste plein de retenue. « Êtes-vous sage ?» lui demanda l'homme. « Par certains côtés, répondit la jeune fille, car je suis modéré dans mes mœurs, modeste, chaste et pudique. » Ça, c'est la jeune fille sage dans le dictionnaire. « Mais je suis si jeune encore. Certes, je fus une enfant docile, tranquille et aimant l'étude. » Ça, c'est les enfants sages dans les dictionnaires. Mais être sage à 20 ans, de façon prudente et circonspecte, l'homme sage déclara « Épousez-moi. Je vous parlerai conformément aux lumières de la raison, discernant pour vous le vrai, le bon et le juste. Ma vie sera régulière et bien conçue. Et le soir, je vous lirai les livres de sagesse des anciens. Mes travaux de bricolage seront éclairés par la science et j'éviterai tout ce qui est exagéré, bizarre et extravagant. » Je vous révère, dit la jeune fille, mais qu'est-ce qu'on va s'ennuyer ? Ceux qui racontent des blagues ici ne sont pas des candidats à la sagesse d'après tout ça, n'est-ce pas Serge ? Où es-tu l'ami ? Ton réservoir inépuisable. Il y a donc une figure mythique du sage. C'est un mot flou. C'est un mot flou comme le sont les mots d'artiste ou les mots de coach. On y met un petit peu ce qu'on veut. C'est très intéressant les mots flous parce qu'on peut en parler, tout le monde a quelque chose à dire, bien que les gens aient une perception très
différentes du mot. Prenez le mot artiste, mais même le mot coach pour nous. Vous parlez de coach, ben vous voyez quelle différence il peut y avoir entre nous qui avons, enfin pour beaucoup ici j'imagine, l'expérience du métier de coach en entreprise avec aider l'autre à trouver ses propres solutions, etc. Et puis l'image du coaching telle qu'elle est véhiculée dans les médias. Donc on parle de ce mot, et c'est un mot flou. Eh bien, le mot sage, c'est pareil. On le voit ici, il y a plein de projections. Et la figure mythique, enfin c'est celle d'un homme, hein, on dit un vieux sage, on dit jamais une vieille sage. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non mais attendez, bonjour, vous êtes une vieille sage. Tandis que moi on me dit, vous êtes François, tu es un vieux sage. Ben, je suis content, mais ici on vous dit, vous êtes une vieille sage, ça la fout mal tout de même. Donc les femmes, d'après ça, d'après le vocabulaire, les vieilles femmes sont pas sages. Enfin, une femme n'est jamais vieille. Donc où est-ce qu'il habite, ce vieux sage? C'est un homme, donc il habite sur une montagne. Il vit tout seul, il se nourrit d'une façon frugale, ça correspond un petit peu à l'histoire, et puis de temps en temps on vient le consulter. On se demande, moi je me demande, comment le vieux sage il a acquis sa sagesse. Parce que je trouve que c'est tout de même relativement difficile d'avoir un petit peu de sagesse si on n'a pas fait, d'une certaine façon, les 400 coups. Mais il n'en parle pas, le vieux sage, sur la montagne. Lui, il est là, et alors, il utilise à merveille le silence, les questions qui vont, paf, retourner l'autre, les mots profonds, et donc on sort de sa caverne ou de sa grotte, on en sort plein de perplexité, ayant compris tout d'un coup une illumination. Voilà, donc ça c'est l'image du vieux sage de la montagne, elle trotte dans nos esprits, et les romans dont je vous ai parlé tout à l'heure transposent cette image dans les circonstances de la vie moderne. Mais c'est toujours un peu cette histoire, hein, cette histoire de cet homme. Donc c'est quelqu'un qui est supposé avoir un profond recul, tout un tas de choses, une personne détachée des choses de ce monde. Je vais prendre maintenant très rapidement la grille que j'aime bien, que j'utilise bien, qui est celle des états du moi de l'analyse transactionnelle. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'égogramme de ce sage mythique? Ça vous donnera des éclaircissements. Puis ensuite, je compléterai par d'autres approches, pour raccrocher cette figure mythique à des grilles que nous connaissons beaucoup. Alors, en analyse transactionnelle, le sage est déjà quelqu'un qui a un très gros adulte. Il est un adulte parce qu'il a le sens des réalités. C'est aussi un adulte au sens où il pose de bonnes questions. Alors, comme on transfère sur lui, on prend ces questions comme si ça émanait de son parent, mais la plupart du temps, ces questions émanent simplement de l'adulte. Mais vous savez, j'ouvre une parenthèse, souvent ça se passe chez nous, ici, dans les séances de coaching, notre client nous pose une question, on répond, nous, par une autre question en adulte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et nous, on lui répond, mais vous, qu'en pensez-vous? Ou bien, est-ce que vous avez pensé à... Bon, non, on lui répond par une question adulte, mais lui, comme il projette sur nous, justement, une figure un peu mythique, lui, il le prend comme émanant de notre parent. C'est assez classique ici, dans les séances. Donc, il a un excellent adulte. C'est quelqu'un il a pratiquement cessé d'avoir de l'enfant adapté soumis. Tiens, ça me fait penser à une anecdote. Quand j'étais à Gaz de France, il y avait dans mon équipe un de mes collaborateurs dont j'estimais, il avait une quarantaine d'années, qu'il avait vraiment une sagesse assez impressionnante. Et bien, c'était pas très facile à manager. Voilà, je ne sais pas si d'entre vous, vous avez eu dans vos équipes des gens qui étaient vraiment sages, des gens qui faisaient preuve de sagesse au bon sens du terme. C'est pas facile. C'est pas des gens qui sont dans la soumission comme ça, ou qui sont sur la couture du pantalon. Mais on sent que s'ils adhèrent ou s'ils suivent vos ordres, on sent que c'est parce qu'ils y ont réfléchi et qu'ils le veulent bien. Donc le sage, il a peu d'enfants adaptés soumis, il peut avoir de l'enfant adapté rebelle. Mais il a de l'enfant adapté rebelle, comment on pourrait dire, sociétal. C'est-à-dire qu'il n'est pas rebelle par rapport à des personnes, il est plutôt rebelle par rapport à des systèmes qui ne conviennent pas à son propre système de valeurs,
Et là, il est capable de se révolter, de se rebeller. J'ai en tête l'image de Gandhi, ou même de Nelson Mandela, qui avait, tout en ayant beaucoup de sagesse, une capacité de se révolter, il vaudrait mieux prendre ici le mot révolte, une capacité de se révolter contre des systèmes qu'il jugeait amoraux ou pernicieux. Donc, peu d'enfants adaptés rebelles, sauf à ce niveau-là. Il a un bon parent nourricier, mais il ne le montre pas forcément. De la même façon, il a un bon parent normatif, disons qu'il est capable de monter dans son parent normatif et dans son parent nourricier. Il n'y monte pas forcément souvent, parce que c'est rare qu'une personne mythique pleine de sagesse, telle qu'on se les imagine ici, donne des ordres. Ou alors c'est paf. On y reviendra là-dessus, c'est le coup de marteau. Donc c'est l'intervention normative qui peut aider la personne à bouger. Ça, c'est pour l'analyse transactionnelle. J'y rajoute, au niveau des grilles qui sont les nôtres et que nous connaissons, j'y rajoute certaines caractéristiques pour moi d'une figure de sagesse dans notre métier, mais pas seulement. Le sage a une capacité de se mettre soit en position haute, soit en position basse, suivant les circonstances, et il n'a pas de problème, et pour alterner entre les deux. Vous savez qu'il y a des gens qui sont accros à la position haute, il y a des gens qui sont accros à la position basse. Un sage, lui, il peut se mettre en position parfois très haute, et puis l'instant d'après, il va se mettre en position basse, et c'est assez reconnaissable dans les séances de coaching, parce que on a plutôt la position basse sur le contenu, et puis on a plutôt la position haute sur le processus. Je vous donne un exemple, il est tout récent, puisque c'était ce matin. J'ai une dame que je supervise, une jeune coach, qui progresse très très vite. Puis ce matin, je pataugeais dans mon livre sur le temps, et puis je me suis dit, mais il faut que je demande l'avis de quelqu'un. Et va-t-on savoir pourquoi, j'ai pensé à elle. Et je l'ai appelée. Alors c'est pas pour me poser en tant que figure de sagesse, si ce matin, si, ça l'était. C'est-à-dire qu'il y a je me suis dit, ben oui, mais chez le superviseur, donc il va y avoir des histoires, mais non, mais je la connais suffisamment, il n'y a pas de problème. Donc, de position haute, je suis passé en position basse. Et ce matin au moins, ça ne m'a pas posé de problème. Mais ça dépendait aussi d'elle, bien sûr, je la connaissais. On va le voir par la suite, je me répéterai, mais tant pis. C'est l'un des grands pièges des coachs qui veulent accéder à la sagesse, c'est que c'est une façon déguisée pour eux de se mettre toujours en position haute. Je rajoute le rire ou l'humour, contrairement à la petite histoire que j'ai lue tout à l'heure. La personne qui pour moi au moins a une belle figure de sagesse est capable de rire ou d'humour. Vous savez que c'est très important dans notre métier. C'est une personne qui a, selon moi, la capacité de faire le vide. Donc c'est une très bonne habitude pour nous, avant la séance, de prendre un moment pour faire le vide, et donc d'écarter les pensées, les émotions. Donc ça se fait avant les séances, par la respiration, par quelque chose que j'ai découvert et qui est, je trouve magnifique, qui est la cohérence cardiaque. Il y en a peut-être qui font de la cohérence cardiaque ici, oui. C'est pas mal, hein, Donc je fais ça. Non seulement avant les séances, mais de temps en temps d'avoir des périodes de vie, des journées, dans lesquelles le sage ou le candidat à la sagesse est capable de vivre dans le vide. C'est très très inconfortable. Plus avoir de projet. Autre point sur la figure mythique du sage, puisqu'on est là-dedans. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le sage est un humaniste. Il a les caractéristiques de l'humanisme. L'un de mes livres de sagesse, j'en ai quelques-uns, c'est le Don Camillo de Giovanni Guareschi. Si certains d'entre vous l'ont lu, ou si vous pouvez ici le relire, il y a donc le Christ en croix, et qui a toute sa sagesse vis-à-vis de Don Camillo, qui lui raconte toutes ses histoires.
Et le Christ, dépendant de tout, puisqu'il est cloué sur la croix, il ne peut pas bouger. Donc à la fois, il lui pose des questions, des fois l'engueule, mais tout ça avec un humanisme extrêmement profond. Donc le sage est presque forcément un humaniste. J'ai du mal à concevoir qu'il y ait eu des sages parmi les nazis. J'arrive pas à concevoir ça dans leur système. Ça me paraît contre nature. Et il y a non pas un dernier point, parce qu'on pourrait sûrement compléter la liste, mais il y a un point qui me paraît très important et qui justifierait l'âge qui est requis du coach. Non pas l'âge, mais plutôt l'expérience que l'on attend de lui, l'expérience non seulement de l'entreprise, l'expérience professionnelle, mais l'expérience de la vie. Le sage mythique, au bon sens du terme, est pour moi quelqu'un qui a expérimenté et accepter le côté tragique de la vie. Qu'est-ce que c'est le côté tragique de la vie? Ce sont les éléments de notre existence vis-à-vis desquels on ne peut rien faire. Donc, il y a la souffrance, il y a la mort, il y a l'injustice. Donc le sage, contrairement à l'enfant, le sage est un adulte qui a expérimenté ça dans sa vie. Il l'a non pas forcément compris, mais il l'a intégré, et il accepte qu'on n'y puisse rien. Il nous arrive dans notre métier de coach d'avoir à accompagner des gens qui vivent le tragique, la souffrance, l'irréversibilité, le deuil, les passages. Et donc, on ne peut rien face à ça. On ne peut rien sinon, professionnellement, mais également humainement, sinon être là. Quand quelqu'un vit quelque chose de tragique, il ne demande pas des conseils, il n'a pas envie qu'on lui pose des questions. Non, il a simplement besoin de quelqu'un qui soit debout, là. Pour ceux qui ont ici la culture chrétienne, c'est Marie au pied de la croix. Donc elle est là, elle est présente. Et quand on est au chevet d'un mourant, ça vous est peut-être arrivé, ou quand on est au chevet de quelqu'un qui souffre le martyre et qu'on ne peut rien faire. Voilà. Si, on peut faire quelque chose, mais la seule présence, la seule façon, c'est vraiment d'être là. Je vais ici citer ma compagne, qui est pour moi une figure de sagesse, Hélène. Et donc, quand elle allait si mal, il y a 3-4 ans, je lui ai dit un jour, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne savais plus quoi faire. Elle me dit rien, tu peux rien faire. C'est pas parce que je suis dans un état aussi difficile, tu peux rien faire. Tu peux rien faire sinon être cool avec ce que je vis. Voilà, j'ai fini la figure mythique du sage selon moi. Passons maintenant à une prise de conscience au niveau des autorités de sagesse. Je vous ai parlé tout à l'heure du vieux sage dans la montagne. Je vous ai également dit que nos clients projetaient souvent sur nous une figure de sagesse. Et il peut être intéressant de mieux discerner chez nous les 3 grandes sources, selon moi, de ce que sont les autorités de sagesse. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un fait autorité en matière de sagesse? Alors, la première autorité, c'est l'autorité de l'écrit. Surtout dans notre vision occidentale. Et peut-être plus particulièrement en France, où nous avons une grande révérence pour les personnes qui ont écrit des bouquins. Donc nous conférons l'autorité à une parole d'auteur. Alors ça peut être soit la personne qui a écrit le livre, soit la personne dont il est question dans le livre. Prenez un livre tout à fait mythique de sagesse, très beau d'ailleurs, qui est Le Prophète de Gibran. Vous l'avez, j'imagine, presque tous et toutes lu. Donc quand on voit Le Prophète, il y a quelque chose qui est dans un livre, avec une personne dont on parle, et cette personne est pleine d'enseignements, et elle parle à l'impératif, et donc nous révérons le prophète
de Khalil Gibran. Mais il y a dans les livres, par les histoires qui y sont racontées, ou par les enseignements qui y sont racontés, et c'est la première des pistes sur laquelle je voudrais vous inviter à méditer à la suite ici de cette conférence, quels sont pour moi mes livres de sagesse. Voilà, quels sont les, je sais pas, 3, 4, 5 grands livres. Je vous ai parlé du prophète, moi je vous ai parlé aussi de Don Camillo, pour moi, de Giovanni Guareschi. Donc j'ai comme ça, j'en ai pas des tonnes, hein, mais j'ai 5-6 bouquins sur lesquels je reviens. Il y en a pour certains, ça va être Montaigne, d'autres ça va être des philosophes, d'autres ça va être... Et le livre fait autorité. Deuxièmement, pour vos deuxième source d'autorité en matière de sagesse, ce sont les personnes. Donc là, vous mettez dans cette catégorie les personnes qui, pour vous, sont devenues ou ont toujours été des figures de sagesse. Elles peuvent être vivantes, elles peuvent être décédées. Ça peut être la gentille grand-mère. Et puis vous avez des personnes qui vous ont accompagné. Alors peut-être votre thérapeute, peut-être votre superviseur, peut-être un formateur ou je ne sais pas, ou quelqu'un que vous avez rencontré et qui vous parle. Il n'est pas forcément vivant, ça peut être quelqu'un de décédé et on rejoint à ce moment-là un peu l'autorité du livre parce que c'est un livre qui va nous raconter comment ici cette personne a vécu. Alors, ce que vous pouvez vous interroger à partir de ces personnes, c'est très fructueux, je trouve, comme méditation, comme discernement, comme apprentissage. C'est vous poser la question, mais qu'est-ce qui fait que je reconnais à ces personnes une certaine sagesse et dans quel domaine ? Qu'est-ce que j'admire chez ces personnes ? Et c'est pas forcément toujours le même domaine, parce que quelqu'un n'est pas forcément sage en bloc. Il peut y avoir tel domaine où vous avez telle figure, tel autre domaine où vous avez telle autre figure. Alors ce qui est intéressant, comme toujours, quand on projette, enfin c'est un peu le réflexe que j'ai, quand je projette comme ça sur quelqu'un, c'est de me dire que si je projette et si j'admire cette personne pour sa sagesse, ça veut dire que moi j'en ai une partie. Il suffit peut-être que je la développe. Troisième source d'autorité en matière de sagesse, c'est beaucoup plus délicat. Ce sont les sages de notre temps. Et là, je vous avoue que je me suis creusé la tête parce que je n'en ai pas trouvé beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, en France ou dans le monde, a une autorité de sagesse suffisante? Oui, il y a quelques figures. Il y a le Dalai Lama. Il y a Nelson Mandela. Alors peut-être que vous en avez d'autres. En France actuellement, alors oui, il y a des philosophes qu'on aime bien, alors, mais bon, on aime ou on n'aime pas d'ailleurs. Il y a Comte Sponville, il y a Luc Ferry. Bon, est-ce que ce sont des figures de sagesse? Pas forcément. J'ai des bons philosophes, moi je les aime bien parce que j'aime bien Luc Ferry parce que c'est un excellent vulgarisateur. Je pense qu'il a des côtés de sagesse, mais ça se lie au détour de ses enseignements, au niveau de sa personne. Mais pour moi, je ne le reconnais pas comme étant une figure culturelle de sagesse ici en France. Et donc, j'en vois pas beaucoup. Et, pardon ? Il est circonspect, il est prudent, il a du recul. Est-ce qu'il a une autorité personnelle de sagesse pour moi ? Pour moi, non. Mais peut-être pour certains, il l'a. Mais j'avoue que je me gratte la tête. D'autant plus que le choix en la matière est toujours divisé par deux, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a que les mecs. Alors si, il y a certaines figures. Non, je vais être... Il y a par exemple une personne, moi, qui a un peu les caractéristiques ici des sagesses, que j'aime beaucoup, c'est la théologienne Lita Bassey. Si certains ont lu ses livres. Donc c'est une femme qui a morflé, hein, son fils s'est suicidé, elle raconte ça dans un bouquin. Il y avait d'une certaine façon Christiane Singer. Peut-être. On l'a pas entendu. Christiane Singer. Là, qui a écrit, comment il s'appelle ce livre qu'elle a écrit juste avant de mourir, qui est un très beau livre. Oh. Dernier fragment d'une longue histoire. Merci beaucoup. D'une longue histoire, oui, c'est ça, oui, je crois. D'un long voyage.
Nous allons passer maintenant au plat de résistance de notre conférence de ce soir, les liens entre la sagesse et le coaching. Nous les avons déjà évoqués, je vais y revenir de façon plus détaillée. Alors déjà, mon hypothèse, que j'ai vécue moi, mais que j'ai aussi vu chez beaucoup d'élèves dans notre école, à l'Académie du coaching, quand on parle un peu, quand on demande pourquoi est-ce que vous voulez faire ce métier. Et il y a des tas de raisons qui sont données, mais l'enjeu de sagesse me paraît être relativement très présent chez les coachs lorsqu'ils choisissent ce métier. C'est un enjeu secret ou assez secret, mais en même temps, le coach qui se met dans ce métier, il se dit, mais tout de même, si je veux arriver, moi, à une certaine sagesse, c'est tout de même un métier en or. C'est vraiment the best. C'est mieux que thérapeute, c'est mieux que consultant. Le coaching, dans notre idée, dans ce qui est véhiculé actuellement dans notre métier, le coaching, ça tire tout de même vers la sagesse. Et on se dit, mais on va faire d'une pierre deux coups. Non seulement je vais faire du business, 3 coups. Non seulement je vais faire du business, en plus je vais aider des gens, c'est noble, c'est magnifique, et en plus, je vais me rapprocher de l'idéal du sage. C'est magnifique. Et donc le vieux dans la montagne, il traîne dans notre tête quand on commence le métier ou quand on choisit de faire ce métier. Et ensuite, ça continue. Parce que plus on avance et plus on touche sa bille dans ce métier, on se dit, ah ben oui, je m'approche, puis je commence à être reconnu. Et, est-ce que c'est toujours très conscient chez les coachs? Je ne sais pas. Mais ça fait partie, de façon consciente ou non, de nos choix, de nos enjeux. Et sans bien nous en rendre compte, ça fait aussi partie de nous au niveau collectif. C'est-à-dire que je m'appuie sur un bouquin très très intéressant de Raphaël Liogier qui s'appelle « Souci de soi, conscience du monde ». Certains l'ont-ils lu ici. Je vous invite à lire ce livre. Je vous résume la thèse de Raphaël Liogier. Il dit qu'actuellement, il y a l'émergence d'une nouvelle classe sociale, non pas au sens des riches ou des pauvres, non pas au sens instruit ou pas instruit, mais il y a une nouvelle classe sociale qui est orientée vers 2 pôles. D'une part, le souci de soi, c'est donc le développement personnel, la méditation, le retour à la nature, la conscience de soi, la thérapie, conscience de son corps. Donc, souci de soi. Donc, c'est toutes ces personnes qu'on va trouver dans tous les stages. On participe à des tas de stages ici. Donc, on va trouver ça dans les stages de Qigong, dans les stages dans les groupes thérapeutiques. Donc, c'est des gens qui s'intéressent à eux, qui ont envie de se développer eux. Souci de soi. Premier pôle de cette nouvelle classe sociale. Deuxième pôle, c'est conscience du monde. C'est-à-dire que ces personnes ont en même temps conscience plus que les autres d'appartenir à une planète, donc ils sont souvent écolos, donc ils ne mettent pas n'importe quel meuble, il faut attention à leur détritus, et puis ils s'intéressent à des grandes questions qui touchent notre humanité actuellement, l'économie, où est-ce qu'on va, donc ils ont conscience d'un monde, et ils ont envie sinon de s'investir, du moins ils sont intéressés par ce monde-là, et ils sont même intéressés par, au-delà de ce monde-là, par les mondes plus ou moins transcendants, et ils sont intéressés par la spiritualité, la quête du divin, l'unité. Donc cette classe ici sociale qui fait partie, dit très justement Raphaël Liogier, dont font partie des gens qui ne sont pas forcément très riches, parce qu'on peut faire du développement personnel et on peut s'intéresser au monde sans avoir beaucoup d'argent, mais il faut tout de même être un petit peu riche, ne serait-ce que pour payer les stages ou lire les bouquins. Donc c'est pas forcément des riches. D'ailleurs, les très riches ne sont pas dans cette classe parce qu'ils n'ont pas le temps.
Et vous avez tout un ensemble dont j'imagine ici 95%, peut-être 100% de personnes font partie. Les maîtres de cette nouvelle classe sont, premièrement, les philosophes, du genre Comte Sponville, Luc Ferry, etc. Deuxièmement, les coachs. On pense que notre choix est personnel, mais en fait, nous sommes portés par tout un courant et par tout un corps, alors le mot de classe n'est peut-être pas juste, mais nous sommes portés par un groupe extrêmement nombreux de personnes qui attendent de nous de l'aide pour pouvoir aller vers ce souci de soi et cette conscience du monde. Je vous invite à lire ce livre, je le trouve de ce point de vue-là, il est tout à fait remarquable. Donc nous avons ici notre enjeu de sagesse au niveau du coaching, alors plus ou moins conscient, plus ou moins pur. Et nous trouvons des complices chez nos clients. Nos clients projettent sur nous. Parce qu'ils pensent qu'on peut les aider, eux aussi, à acquérir un peu plus de sagesse, de maturité, de recul. Et ils projettent aussi sur nous parce que là, de façon peut-être plus objective, nous avons besoin, pour ce métier, de compétences spécifiques qui sont tout de même pas très courantes dans la vie. Je vais vous en citer quelques-unes. Et notre client les voit à l'œuvre. On n'est pas les seuls métiers de relation d'aide à avoir ces compétences, mais on a des clients en coaching et quand ils viennent nous voir, ils voient des choses qu'ils ne voient pas d'habitude. Alors déjà, nous les prenons dans leur globalité. Contrairement au métier de consultant où les gens plus dans des problèmes plus étroits ou plus spécifiques. Nous avons la conscience, ou nous devrions avoir la conscience du processus. C'est-à-dire que nous comprenons ce qui se passe, ou nous devrions comprendre ce qui se passe du côté du client, de notre côté et du côté de la relation. Vous savez, les fameuses zones 1, 2, 3. Et ça nous fait intervenir d'une façon qui n'est pas courante et qui, j'imagine, peut tout de même un peu éberluer nos clients. Quand on fait une métacommunication, quand je demande à un client ou à un supervisé, je lui dis « ça te va la façon dont on travaille maintenant? Ça va, tu te sens bien? Ça répond bien à ce que tu voulais ?» C'est pas très fréquent dans la vie courante qu'on s'arrête pour dire ça. C'est quelque chose d'ailleurs que moi j'apprends le plus possible à mes clients aussi en entreprise. Parce que c'est un trésor de savoir métacommuniquer. Mais c'est vrai que c'est pas courant. Donc nous on est capable, ou on devrait être capable de faire ça. Et ça étonne le client. Il se dit tiens, qu'est-ce qu'il a ce type? Qu'est-ce qu'elle a cette femme à faire ça? Nous sommes capables, troisième point ici, où nous devrions être capables de nous taire. Là aussi, c'est pas très courant. L'une des grandes compétences d'un coach, vous le savez, c'est de supporter le silence. J'enfonce des portes ouvertes, mais... Et c'est la même chose que le sage mythique. Lui aussi, il écoute, et puis quand la personne a fini de parler, le sage se tait. L'autre se dit, il va bien dire quelque chose, il va avoir un avis, un commentaire. Non, le sage se tait. Le coach se tait et il attend. Puis il voit ce qui se passe. Alors ensuite il parle ou il ne parle pas, mais il y a un long silence. Où il peut y avoir un long silence. C'est tout de même bizarre, quelqu'un qui est capable de supporter le silence comme ça. C'est rare. Le client s'est dit, quel type, quelle femme. Nous devrions être très dans le moment présent. C'est-à-dire que bien sûr, on aide le client à résoudre son problème, on parle de son entreprise, mais en même temps, on est toujours dans l'instant présent de la séance. Donc on a en tête, pendant la séance, on a en tête le contrat, les zones 1, 2, 3, comment on se sent, comment on sent l'autre, comment on progresse, la conscience du processus. Normalement, nous sommes supposés ne pas nous évader par des chemins de traverse. Ne pas faire de parlotte, par exemple, sur un sujet d'intérêt général où le coaché veut nous emmener. Non, on le ramène ici au présent de son travail, ici en séance. Pour prendre un autre mot ici que j'aime bien en matière littéraire, il n'y a pas de graisse inutile. Autre point, nous sommes capables, je parle plus pour le coaching de managers et de dirigeants, nous sommes capables, alors que nous n'avons pas été dirigeants, d'aider de façon efficace des managers ou des dirigeants dans leur capacité politique. Et
ça peut les surprendre. En fait, c'est pas très très compliqué d'aider quelqu'un dans sa dimension politique. Il faut avoir une très bonne conscience des rapports de force. Il faut être capable, donc, au bon sens du terme, donc d'être capable de discerner les besoins et les enjeux des gens ou des groupes qui sont dans un système. Et donc poser des questions astucieuses là-dessus pour anticiper ce qui peut se passer en mal comme en bien. Et lui, quand il entend ça, il se pose des questions, alors qu'en fait on utilise quelque chose de relativement simple. Et dernier point qui est là aussi qui fait le lien entre la figure mythique du sage et puis l'exercice de notre métier de coach, c'est que nous sommes capables d'intervenir, nous devrions être capables d'intervenir au bon moment. C'est la notion de coup de marteau, avec tout ce qu'il comporte de dangereux, je vais en reparler. Mais en même temps, notre client nous voit intervenir des fois au bon moment et des fois d'une façon surprenante. Soit par une question hyper pointue, soit par une confrontation. C'est pas très courant, les gens qui savent faire des bonnes confrontations dans la vie courante. Donc là aussi, le client se trouve en face de quelqu'un qui a des comportements qui ne sont pas très usuels. Le client voit tout ça. Et ça, c'est notre métier. C'est relativement objectif. Nous, on sait qu'il n'y a pas de secret derrière. Il y a un apprentissage, il y a de la supervision, il y a tout un tas de trucs, il y a la connaissance des outils, il y a tout ça. Bon, tout ça, on l'a appris normalement. Bon. Mais le client, lui, il voit quelqu'un qui fait tout ça. Et il se dit, quel type ? Et là, j'en viens à ma dernière partie, c'est très bien. Là, le piédestal. Le piédestal du sage. Là, c'est embêtant, parce que là, il va y avoir plusieurs interrogations du professionnel. Une première interrogation, c'est de se demander, mais est-ce que j'accepte d'être mis sur un piédestal ou pas ? Parce qu'il y a des clients, dans un certain état, avec une certaine maturité, ils en ont besoin de nous mettre sur un piédestal. Et puis de toute façon, je vais vous dire ici une chose, quelqu'un qui veut vous mettre sur un piédestal, vous y pouvez rien. Si vous dites, non mais attendez, je ne suis pas comme vous pensez, non, s'il veut vous mettre sur un piédestal, il vous mettra sur un piédestal. Mais ensuite, il y a quelque chose de plus redoutable. C'est que cette mise sur un piédestal par le client, par les confrères, c'est plus rare. Mais bon, ça peut arriver. Donc cette mise sur un piédestal va chatouiller ce qui était justement votre enjeu d'après mon hypothèse. C'est-à-dire que si vous êtes mis sur un piédestal de sage, vous dites, ça va, je progresse. On me considère maintenant comme un sage. Alors là, si vous entrez là-dedans, vous êtes foutu. Et puis, je dois vous dire tout de même, avec quelques années d'expérience, et je pense qu'il y en a ici qui ont vécu la même chose. Bon, quand on commence à être un peu connu dans une profession, qu'on a une très bonne réputation sur le marché, plus les années avancent, et plus la tentation est forte. Et vraiment, c'est pas facile de descendre intérieurement du piédestal. Le piédestal, je me suis longtemps battu avec dans ma vie, et puis un jour quelqu'un m'a dit, écoute, le piédestal, il n'y a pas de problème, simplement il faut discerner les moments où il faut être sur un piédestal et les moments où il faut en descendre. Je trouve ça très pertinent. Il y a une fausse modestie qui consisterait à ne pas vouloir se mettre sur un piédestal. Quelqu'un qui doit être sur un piédestal et qui descend, c'est pas bon, c'est pas efficace. Parce que si on met quelqu'un sur un piédestal, c'est qu'on a envie qu'il enseigne, on a envie qu'il soit une figure d'autorité, et s'il descend, les gens, ils n'ont plus ça, ils en ont besoin. Bill Clinton le dit. Mais il disait que l'une de ses grandes déceptions en arrivant à la présidence des États-Unis, c'était qu'il s'était rendu compte que c'était pas bon pour le peuple américain qui se montre tel qu'il était. Enfin, on a vu après, avec l'affaire Lewinsky, mais... Et le glissement se fait de façon
pernicieuses. Donc maintenant, je vais vous donner, tout à l'heure on a vu le mythe du sage idéal, maintenant je vais vous donner le mythe du coach idéal qui a atteint l'idéal de sagesse. Il dit qu'il a abandonné son ego. Il dit qu'il n'a plus besoin d'outils. Il est au-dessus de ça. Il dit que lui se contente d'une posture tout à fait minimaliste en coaching. Il intervient peu. Posture minimaliste et style nietzschéen. J'explique ce que c'est que le style nietzschéen, pour ceux qui connaissent un petit peu Nietzsche. C'est ce qu'il appelle le grand style. Donc l'élégance. C'est-à-dire avoir, dans une économie de gestes, un peu comme un joueur de tennis qui a le geste parfait. Donc le coach sage parfait, il intervient très peu, un peu comme le vieux sage de la montagne, donc il a juste quelques paroles au bon moment, mais ces paroles déclenchent le profond changement chez le client. Ce qu'il y a de grave chez le coach qui se croit sage, c'est justement qu'il le croit ça, avec la complicité du client. Que bien sûr, les quelques rares paroles, je critique, excusez-moi, je me caricature peut-être même, mais les quelques rares paroles qu'il prononce provoquent obligatoirement des changements d'eux. Enfin, il fait que ça, le coach qui est devenu sage. Il dit des petits trucs et puis paf. À la limite, son rêve, ici, ça serait de presque plus rien dire, ça serait que simplement peut-être par ses mimiques ou par sa posture, voilà, il puisse faire changer le client par son être, par son essence, par sa sagesse devenue intrinsèque. Je critique. Ce coach parfait ici, bien sûr, rentre dans une autre toute-puissance. Ici, si jamais il se laisse aller à des tentations. Alors, c'est pas en bloc, hein, ici, rassurez-vous, si vous allez là, c'est que de temps en temps, ici, ça vous prend. Par exemple, tout de même, donc il a un client, et puis il se dit tout de même, mais je suis tellement en avance sur lui dans tellement de domaines. Ben oui, mais ça effleure, vous êtes en séance, vous avez un type en face qui patauge, je dirais, il connaît rien, il connaît rien, vous êtes là, puis vous le voyez patauger. En plus, il y a des fois, vous voyez, même de façon assez pertinente, vous voyez ce qu'il devrait faire, vous ne pouvez pas lui le dire, on est en coaching, c'est tellement simple son truc, bon, tout de même, bon. Et puis, hop, ça y est, vous êtes dans le trip ici du coach parfait. Le coach, il se dit aussi, ben j'ai plus besoin de superviseur. Je suis au-dessus de ça. Voilà, je suis au-dessus de ça. Au niveau de la profession, le risque, si jamais vous tombiez là-dedans, que vous ayez la folie de le montrer à vos confrères, en général, ça vous coupe de vos confrères. Parce que les autres, vos confrères, ils ne sont pas dupes, eux, ils vous connaissent. Hein. Surtout ceux qui ont fait la formation avec vous. Hein. Bon, et puis, enfin, dernier point, imaginons un coach parfait. Mais il y a tout de même un problème qu'aurait ici ce coach parfait, c'est qu'un coach qui dit rien, qui donne jamais, peut-être même jamais aucun conseil, qui pose pas de questions, qui espère le changement d'eux, et qui se présente comme ça devant une entreprise, à mon avis, fait pas beaucoup de business. Voilà, donc là, cette tentation ici de la sagesse, qui est réelle dans notre métier, intéressante, et ça sera ça ma conclusion, avant qu'on ait quelques minutes pour les questions ou les réactions. Ce mythe de la sagesse, cet idéal de sagesse, je trouve est très intéressant parce qu'il nous tire au niveau de certaines qualités professionnelles, de certaines vertus professionnelles, et même au niveau de notre être. Et comme tout idéal, ça nous tire et c'est bon. Simplement, on voit que si on se leurre, si on se trompe et qu'on se laisse entraîner à se croire sage ou à se croire suffisamment avancé sur le chemin de la sagesse, il y a vraiment des gros pièges ici qui nous attendent. La clé pour discerner où je suis et ce qu'il faut faire en matière de sagesse, c'est le besoin du client.
Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a des clients, ils ont besoin, parce qu'ils sont dans un stade de dépendance et que ils sont comme ça pour le moment, et donc ils ont besoin de me mettre sur un piédestal. Et je vais occuper pleinement, peut-être de façon outrancière, mais surtout sans être dupe de moi-même, je vais occuper pleinement ici cette figure de sage, avec certaines personnes. Il y en a d'autres avec lesquelles c'est carrément suicidaire. Donc il ne faut surtout pas y aller, il faut être beaucoup plus dans une relation d'interdépendance. Donc c'est le besoin du client, pour moi, qui va me permettre de discerner ça. Et puis enfin, vis-à-vis de ces tentations de l'ego, qui nous guettent lorsqu'on s'engage sur le chemin de la sagesse, c'est me souvenir que l'ego est un magnifique petit allié. Parce qu'il pousse à tout un tas de choses, il pousse à rentrer en relation avec les gens, il pousse à ce qu'on soit capable de se montrer, il pousse donc faire du marketing, faire notre pub, faire une conférence, c'est vrai que l'ego est un allié qui nous tire, c'est un bon allié dans notre vie. Simplement là aussi c'est un bon petit allié, et puis une fois qu'il nous a un petit peu tiré, une fois qu'il a fait ici son boulot, on lui dit bon écoute maintenant tu retournes au vestiaire. Voilà. J'en ai fini avec mon exposé sur les liens entre sagesse et coaching. Il y a encore plein de choses à dire, mais ça va être vous à présent. Est-ce que vous souhaitez interpeller François, questionner ou réagir, ou exprimer vos désaccords. Oui, Stéphane, deux questions. Oui. vous avez parlé de l'aspiration à la sagesse pour le coach, mais est-ce qu'on ne devrait pas distinguer l'intention juste de l'intention finalement, là, sachant que par sa position d'état, à mon sens, il est capable de voir quand justement il part dans quelque chose qui est purement de la gratification personnelle et pas tourné vers les autres. Il y a un livre là-dessus qui est, que je trouve très intéressant et qui m'a un peu dessillé les yeux. En matière de sagesse, surtout orientale, et de maître, et il y a un livre qui m'a dessillé les yeux qui s'appelle « Après l'extase, la lessive ». Je vois, il y en a qui l'ont lu. Je pense que l'intention peut être pure au départ, mais dans ce livre, c'est Jack Canfield, je crois, qu'il a écrit. Et donc, il fait état de tout de même assez nombreux témoignages, dans lesquels il y a entre guillemets, des maîtres qui sont rentrés dans les dérives que j'énonçais à la fin, souvent avec parfois des gros dégâts. Je suis d'accord que ça serait l'idéal. Normalement, on pourrait avoir une intention et se mettre dans une posture de sage quand le client en a besoin. Simplement, ce qui va se passer, c'est que nous allons être grignotés, rongés par l'ego qui va revenir. Donc l'intention peut être pure à un moment donné, mais ensuite ça revient à la charge. Alors normalement, avec la position méta, soit on devrait s'en sortir. Mais donc on n'est pas vacciné parce qu'on a peut-être eu une intention pure au départ. Je pense que quand on écoute des jeunes coachs, ils ont presque tous des intentions pures. Les plus lucides savent qu'il y a aussi c'est un jeu, mais ils se disent bon, on y va, on verra bien, et puis je ferai attention, et puis je me ferai, puis j'aurai un superviseur, puis j'aurai un terrain. C'est vrai, mais l'expérience montre qu'avec les années, ça revient sans arrêt la tentation ici de l'ego au niveau de la sagesse. Et je trouve que les bons confrères pour ça sont très très utiles. Et donc garder avec eux un lien qui soit suffisamment fraternel pour qu'ils puissent dire quand on déconne. Le livre, Sœur Emmanuel a écrit. Sœur Emmanuel avait une certaine figure de sagesse peut-être. Donc à la fin de l'un de ses bouquins, celui où elle parle de Pascal. Donc à la fin, elle dit que l'une de ses meilleures alliées par rapport à la tentation médiatique, parce qu'elle était très médiatique, elle disait en fait c'est les sœurs de ma communauté. Parce qu'elle me disait hey, on te connaît toi. Et donc la profession, mais plutôt je dirais, pas les confrères, mais quelques bons confrères ici qui sont, alors le superviseur bien sûr, mais ils sont aussi là pour nous ramener à notre humanité tout en reconnaissant notre puissance et notre aventure. Oui madame? Votre prénom? Marie-Hélène. Marie-Hélène. Marie-Hélène.
Quand vous avez évoqué dans la figure mythique cet humanisme, vous m'avez fait penser à cette tradition de la transmission. Là-bas, c'est la modélisation, la question de la modélisation qui rejoint effectivement cette longue tradition des maîtres qui, à leur tour, forment des maîtres, etc. Donc, déjà ici, au niveau des... Le maître est celui qui a suffisamment approfondi son chemin d'autonomie pour s'estimer capable d'aider d'autres à franchir ce même chemin d'autonomie. Alors la modélisation, là encore, tiens, il y a la tentation. Mais je rencontre ça en supervision. Parce que il y a dans ma posture de superviseur voir l'acceptation, mais plus que l'acceptation intérieure, la verbalisation de la modélisation. Et donc je présuppose que le coach qui me prend pour superviseur, d'une certaine façon, il a besoin, ou il va gagner, à modéliser sur moi. Alors tout de suite les tentations d'orgueil, etc. Et puis de doute, parce que j'aime ça. Quand je vais me poser en modèle, est-ce que je suis juste? Est-ce que je ne suis pas en train de me mettre des plumes derrière? Et donc très concrètement, enfin pour moi en supervision, ça consiste à dire au coach ici que je supervise, lui dire, bon, je te dis ça, je te dis cette phrase parce que je suis en train de faire ça. Ça, et ce que je suis en train de faire, je pense que ça pourrait être une solution vis-à-vis de ton client. Donc je le modélise devant toi. Faire, c'est, par exemple au niveau d'un processus parallèle. Je suis en train de te décortiquer un processus parallèle. Voilà, je te signale ce que je suis en train de faire. Ce fut... On va parler de la SF Coach. Parce que je suis l'un des fondateurs de la Société française de coaching, l'un des 12. Et donc ce fut l'un des points d'achoppement, il y en a eu d'autres après, mais l'un des points d'achoppement au niveau de la Société française de coaching, la déontologie que j'ai apportée dans la corbeille du début de la SF Coach, avec d'autres déontologies. J'avais un item, une clause, que j'ai gardée vis-à-vis de moi, et qui n'a pas été reprise par la Société française de coaching. La clause est la suivante: je dois être capable d'expliquer à mon client ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Ça ne veut pas dire que je vais le faire même s'il me le demande. Parce que est-ce que c'est opportun? Je fais. Et donc, je reprends la supervision, mais je dois être capable de modéliser quelque chose et d'accepter d'être un modèle pour autrui. C'est pas évident, hein. Dire à l'autre, finalement, lui dire, écoute, prends-moi pour modèle. Et pourtant, je pense vraiment qu'à certains moments, surtout en supervision, c'est bon. Bon, puis après tout, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand je dis prends-moi pour modèle, l'autre, il fait ce qu'il veut. Bon, ça éclaire votre propos? On pourrait supposer que le sage est quelqu'un qui se contrôle tout le temps. Or, il y a effectivement, dans mon idéal il y a l'acceptation d'une part de ce qu'on pourrait appeler folie, c'est-à-dire d'incongruité, de surgissement, d'une intuition. Donc il y a un lâcher-prise au niveau du contrôle que je peux avoir, du bon contrôle que je peux avoir au niveau professionnel pour entrer dans ces zones-là. Donc je n'irai pas ça au niveau du être fou, parce que c'est pas de la... J'avais une autre question. Encore une autre question? De toi? Oui. Ben vas-y, Bon. nous t'écoutons. C'est une question qui me tourifie un peu. On entend parler de la sagesse du coach possible. Bon, il y a des éléments dont tu as parlé, par exemple le silence, peut-être l'écoute ou certains positionnements du coach qui peuvent s'apparenter à la sagesse pendant qu'il fait du coaching. La question que je me pose, c'est la non-congruence totale parfois de certains coachs entre quand ils font du coaching et puis 10 minutes après, quand ils sont avec d'autres personnes ou avec d'autres coachs, et qui sont totalement différents. Alors, je me pose une question, j'ai besoin d'avoir un petit avis là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui parfois me gêne, mais oui. Peut-être que c'est normal. Alors écoute, mais je suis d'accord avec toi. C'est tout de même une question de choix et d'attitude personnelle. Parce que l'honnêteté, moi, me fait que des confrères, dont bien sûr je ne vais pas citer, que j'ai vus dans avec un tel décalage, ahurissant. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'ils prétendent faire un métier comme ça en étant aussi incongrue? Mais l'honnêteté
réalité me fait dire, je me dois de dire que ces personnes en situation professionnelle peuvent être excellentes. Bon, jusqu'à quel point, je ne sais pas. Est-ce qu'ils font... Bon, je ne suis pas dans le mystère ici de mes confrères, mais ce que tu dis au métier, parce que dans la profession, ça se connaît, on les connaît, les gens comme ça. Avec vous, le piège le pire étant celui qui n'est pas conscient de son incongruence. Voilà ce que je peux te dire. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre nombre, votre attention. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous laisse méditer tout ceci, M-E accent aigu D-I-T-E-R, non pas M-E apostrophe, parce que ça c'est mon éditeur qui s'en charge.